Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager une connaissance, quelqu'un qui fait partie de mon cercle professionnel, Virginie Lachapelle, notaire dans la région de Lanaudière, plus précisément dans le secteur de Joliette. Maître Lachapelle Virginie est spécialisée dans le droit agricole au Québec. Je l'ai connue par l'entremise d'un article dans La Terre de chez nous, publié en 2022, où est-ce qu'on parlait du morcellement des terres agricoles. Aujourd'hui, Virginie, moi je la tutoie, elle a accepté de nous consacrer un petit 20 minutes pour qu'on ait un segment vidéo afin qu'on puisse s'entretenir tout le monde ensemble sur le fameux, les différentes lois sur la CPTAQ, être capable de démystifier ça un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. On le sait, la CPTAQ, c'est un peu les gardiens de notre garde-manger ici au Québec, la police, si on veut, de l'agriculture. Souvent, bon, on voit ça comme un frein à certains projets, mais voyez ça comme l'inverse. L'agriculture au Québec, c'est super important. Si la CPTQ n'était pas là, il se passerait pas mal n'importe quoi avec nos terres agricoles. Ça serait possiblement en grande partie possédé par des compagnies à numéros, peut-être des gens de l'extérieur du pays. Vous savez, en Europe, la plupart des producteurs agricoles sont locataires. Ils ne sont pas vraiment propriétaires parce que justement, il y a eu un manque peut-être au niveau du contrôle des propriétés agricoles. Ici, au Québec, on est chanceux. On a la CPTAQ, c'est bien encadré, il y a des règlements, puis il y a vraiment de l'encadrement qui est mis en place dans le but justement de favoriser la croissance de l'agriculture au Québec et d'encadrer différents projets agricoles. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça donner la parole à Virginie Lachapelle, puisqu'elle a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Elle est professeure également à l'Université du Québec à Montréal en droit juridique agricole, je ne me trompe pas. Et je vais donner la parole à Virginie pour qu'elle puisse se présenter, puis par la suite, on pourra rentrer dans le vif du sujet avec différents exemples concrets. Merci, Virginie. Plaisir, David. Donc, Virginie Lachapelle, notaire à Saint-Jacques. C'est dans la notaire dans le coin de Joliette. Moi, ça fait 13 ans que je suis notaire. Ça fait 13 ans que j'ai décidé de me spécialiser en droit agricole. J'enseigne, en fait, je suis chargée de cours à la maîtrise en droit notarial. Mon cours que je donne, c'est le cours de zonage agricole à Ah, l'Université de Montréal. Voilà. Je rencontre souvent des clients qui ont des projets en zone agricole, donc quelqu'un qui veut se bâtir une maison, quelqu'un qui veut morceler. Donc, les gens viennent me voir, ils me font part de leur projet, je leur dis si c'est faisable ou non, je leur donne les étapes pour parvenir à leur objectif. Sinon, il y a une bonne partie de ma clientèle que c'est des producteurs agricoles, donc autant des gens qui ont des projets que des gens qui sont producteurs agricoles, qui eux ont des financements, de l'acquisition, transferts interfamiliaux. Donc, ma profession est vraiment centrée là, sur l'agriculture. c'est Voilà pour ma présentation. un beau secteur de l'agriculture. Euh, En fait, il faut comprendre que beaucoup de producteurs souvent ont des grandes idées ou des gens qui sont nouvellement propriétaires de terres agricoles. Puis, c'est important de savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait. Puis, en fait, avoir un outil, une aide professionnelle comme un notaire, c'est vraiment pas à mettre de côté parce que on sait des fois au niveau de la CPTOQ ou au niveau des exigences, il y a des formulaire à remplir. Puis, si on ne l'a jamais fait, ça peut être quand même très ardu. Et des fois, on peut penser que quelque chose se fait, mais qu'en réalité, il ne se fait pas. Donc, on peut avoir des faux espoirs. Donc, je dirais une bonne vieille consultation avec une notaire pour avoir, je dirais, une opinion sur la faisabilité du projet. C'est souvent un gage de succès, puis ça va vous faire économiser beaucoup de temps puis de sous, à mon avis. Écoutez, ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais entendu parler la première fois de Virginie Lachapelle, c'est au travers de la terre de chez nous. Euh, Ce qui avait piqué ma curiosité, il y avait certaines lois que je connaissais, Virginie. C'était bon, la nouveauté en 2018-2019. Par exemple, qu'un producteur agricole au Québec avait la possibilité de morceler sa terre agricole en vendant à un voisin immédiat. Si, en fait, le voisin était un producteur agricole, mais il y a quand même certaines subtilités importantes à savoir. Puis peut-être que ce serait une bonne idée de sortir l'article qui avait été publié parce qu'il y avait quand même, non, excuse-moi, c'était pas dans ton article, mais il y avait un autre article qui avait été publié dans Telle Chimie. Il y avait un dessin. On démontrait les 40 hectares. Euh,
qu'est-ce que ça pouvait, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis qu'est-ce qu'on pouvait pas faire. Mais corrige-moi si je me trompe, mais moi, ce que j'en ai compris, si je suis producteur agricole et que je veux vendre une parcelle de ma terre que j'ai en vente et que mon voisin est producteur agricole lui aussi, si la résultante, c'est-à-dire ce que mon voisin va acheter en fusionnant sa terre avec ce que je vais lui vendre, donne 40 hectares et plus, et si moi, le producteur-vendeur, il me reste 40 hectares à la fin, une fois que j'ai morcelé, et que je ne viens pas également euh, couper une production acéricole, minérabilière, dans ce cas-ci, la faisabilité du projet pourrait se faire sans demander une autorisation au niveau de la CPTOQ. Est-ce que je me trompe? Ben non, c'est exactement ça. Dans le fond, tu as mentionné là, tous les éléments là, qui sont dans le règlement. Donc, ça prend deux producteurs agricoles. Puis, suite à la transaction, chacun d'eux demeure propriétaire d'au moins 40 hectares. Puis, il n'y a pas de morcellement d'érablière. Donc, c'est pas mal ça, là, les critères du règlement de 2018. Je comprends. Fait que si je comprends bien, je m'étais pris des petites notes un peu. Ce qui est interdit de faire, en fait, les conditions pour morceler sans passer par la CPTEQ, qu'un notaire n'a pas de demande d'autorisation ou d'exception à aller vérifier, c'est dans un cas de producteur, comme l'exemple qu'on a donné, ou également, moi, en début de carrière, on m'a introduit à la notion d'îlot déstructuré. C'est quoi un îlot déstructuré? Je le sais un peu, mais je peux te demander de le vulgariser, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, on n'est pas du tout dans le même concept, là. Tu sais, le premier, 40 hectares, c'est grand. Des îlots déstructurés, c'est pas grand comme ça, là. Des îlots déstructurés, c'est des zones à l'intérieur de la zone agricole que la Commission de protection du territoire agricole a autorisées d'utiliser à des fins résidentielles et de morceler. Mais c'est vraiment des petites parties. Ces autorisations-là ont été données suite à des demandes qui ont été faites par les municipalités et la MRC. Donc, toutes les municipalités se mettent ensemble, puis la MRC présente une demande d'autorisation pour déterminer des zones à l'intérieur de la zone agricole où est-ce que des nouvelles constructions pourront être faites. Ça a commencé vers 2012, puis encore jusqu'à aujourd'hui, il y en a certaines MRC qui sont encore en cours de présenter des demandes. Mais on n'est pas du tout dans le morcellement de terre, là. On est vraiment dans l'utilisation à des fins résidentielles de petites parties de ces terres-là. Il peut y avoir des Ouais, il peut y avoir des producteurs agricoles qui sont propriétaires d'une terre puis qu'une partie de leur terre qui se trouve dans un îlot puis qui ne sont pas au courant. Là, si on est dans les îlots déstructurés, je peux en profiter pour partager mon écran, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, En gros, si je ne suis pas producteur agricole et je suis un commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, je vais acheter un terrain pour construire une maison, même s'il est en zone agricole, tout ce qu'on voit en vert, s'il y a un îlot déstructuré, j'aurais possiblement la possibilité de pouvoir me construire une maison, mais encore là, il existe des différents types d'îlots déstructurés avec ou sans morcellement. Il y a les zones aussi structurées. oui, bien, si on parle, mettons, de l'îlot déstructuré type 1, là, c'est lui le plus fréquent, le plus connu. On voit ici, c'est tout ce qui est assuré en, en rouge. Donc, Oui. le propriétaire de la terre agricole ici, qui a aussi, mettons, une partie de sa terre qui était de l'autre côté de la rue, la loi interdit l'utilisation de ces lots-là habituellement à des fins autres qu'agricoles. Mais dans ce cas-ci, ça sera possible de le vendre à quelqu'un, donc de le morceler, puis d'y construire une résidence. Donc, Puis, on le voit là, en dessous du rouge quadrillé, c'est vert. Donc, on est en zone agricole oui, avec possibilité de se construire. ouais, donc des îlots déstructurés, il y en a un petit peu partout. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là. Là, je suis tombée sur une carte où est-ce qu'il y en a beaucoup dans le même secteur. Il y a certains secteurs que c'est moins que ça, là. Donc, on peut se promener, là, mais il n'y en a pas tout le temps comme ça. Donc, il y a certaines municipalités qui ont été plus en avant, qui en ont demandé beaucoup. D'autres municipalités qui en ont quasiment pas demandé. Mais dans tous les cas, ceux que c'est assuré rouge, c'est îlot déstructuré type 1. C'est sûr que le notaire, il doit quand même vérifier les conditions qui sont dans cette décision-là pour s'assurer que c'est bien îlot type 1. Je suis pas dans la bonne région, mais plus dans l'Est un peu, là, c'est plus dans le coin de Québec, puis de l'autre côté
du fleuve, donc pas de mon côté, mais de l'autre côté, sur la rive sud, il y a d'autres types d'îlots déstructurés. Souvent, on va appeler secteur déstructuré ou secteur agroforestier, que là, ça va être assuré bleu. Puis, Oui. ça va permettre la construction d'une résidence sur un terrain vacant, mais ça ne sera pas une grosse terre agricole. Ça va être un terrain boisé, donc c'est toujours dans du bois. Ça va Souvent, c'est permettre, des grandes superficies. Ben, en fait, plus qu'un petit terrain pour une maison. Moi, souvent, ce que je vois, oui, c'est du 10 hectares 10, en 15 ou architecture. 20 hectares. Donc, tu sais, ça va être secteur déstructuré type 1, ça va être si tu as 10 hectares, tu peux mettre une maison. Type 2, ça va être si tu as 20 hectares, tu peux mettre une maison. Des îlots déstructurés sans morcellement, là, rouge sans morcellement, ça, c'est plus rare. Ça va servir seulement à régulariser certains terrains qui étaient que les droits acquis, dans le fond, sont trop petits, puis en arrière, le terrain devrait être plus grand. Donc, ça va être une bande en arrière des maisons, mais visuellement, là, j'en ai jamais vu dans mes dossiers. Mais on le sait que ça peut exister, mais j'en ai jamais vu. Je trouverais ça intéressant. Je sais, les gens, souvent, moi, je rencontre des clients, des producteurs, puis j'arrive avec mon ordinateur, puis je sors, je me branche sur l'Internet, puis je vais sur le site de la CPTAQ. Ils me trouvent souvent bien bon, mais je leur dis, écoutez, c'est public, ça. Vous avez accès à cette base de données-là. Ça coûte absolument rien. C'est sûr que, bon, il faut connaître un peu la gymnastique pour faire les recherches, les numéros de l'eau et tout ça. Mais moi, ce que je vais en venir, c'est que je trouve ça étonnant de voir à quel point il y a des producteurs agricoles, des fois, encore, qui sont assis sur des îlots déstructurés et qu'ils ne le savent pas. Eux, ils pensent qu'ils ont des terres 100% agricoles, puis ils sont assis un peu sur une mine d'or. Ben, pas une mine d'or, mais il y a un potentiel de revendre certains terrains. Donc, c'est pour ça que j'ai le goût de dire à certains producteurs agricoles de peut-être oser s'informer. Si moi, demain, ils sont autodidactes, d'aller sur Internet, taper cartographie, CPTAQ, aller sur le site, puis voir les secteurs avec îlots déstructurés, ou prendre le bon vieux téléphone, appeler son notaire et lui Oui, demander est-ce que, au niveau de matière agricole, il y a des sites sur lesquels il y aurait des îlots déstructurés? Puis l'idée, ben, on le sait, c'est que quand ça a été, il y a eu des décisions qui ont été rendues publiques, ben c'est quand même difficile de renverser ça. Donc, la personne peut, dès maintenant ou dans 10 ans, dans 5 ans, vendre une parcelle de terrain pour se construire s'il le souhaite. oui, absolument. Ça va rester comme ça. C'est sûr que là, une fois que c'est autorisé de façon perpétuelle, là. La commission va pas revenir en arrière puis désautoriser des zones. Donc, tu sais, c'est vraiment pour du développement. Au début, personne n'était au courant, là. C'est pas compliqué, là. Aucun producteur était au courant, à moins quelqu'un qui était plugué avec la ville ou avec la MRC. Là, de plus en plus, les gens commencent à être au courant. Des fois, même les municipalités vont aviser les propriétaires parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles constructions pour avoir des nouveaux comptes de taxes. Donc, j'ai vu certaines municipalités là, qui ont pris la peine d'appeler leurs citoyens pour leur dire, tu sais, savez-vous, si vous avez... mais j'ai vu une municipalité dans ma région là, qui s'est donné la peine de le faire. Pour les autres... il y a encore bien des gens qui le savent pas. Je reçois des clients, des fois, ils veulent, j'ouvre la carte, le meilleur des scénarios possibles, ils ont une partie dans un îlot déstructuré. Fait que les gens, même des producteurs, viennent me voir pour bâtir une maison pour leur enfant. Fait que là, habituellement, il y a certains critères à respecter, certains éléments à vérifier, mais dès que j'ouvre ma carte, si je vois qu'ils sont dans un îlot déstructuré, ben la consultation a duré 5 minutes, puis ils s'en retournent, ça leur coûte rien, puis ils ont le droit de tout faire, là. Donc, c'est d'aller voir un arpenteur géomètre, puis de préparer les plans de maison. C'est vraiment ça. Peux-tu justement peut-être allumer des petites lumières à certains producteurs agricoles, peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo-là? Si je n'ai pas d'îlot déstructuré, mais je suis producteur agricole, en fait, exemple, je suis un jeune homme de 18-19 ans, je veux me partir à un beau projet de permaculture sur la ferme laitière de mon père, la ferme où est-ce que je suis né, puis que j'aide mon père à faire la traite le matin. Mais moi, ça me tente de travailler avec le végétal et non avec les vaches, puis j'aimerais savoir un petit projet sur la terre de mon père de permaculture, puis de faire un peu d'agriculture biodynamique et tout ça, puis m'amuser parce que j'ai beaucoup le pouce vert, puis j'ai une grande sensibilité, on va le dire comme ça, je fais du bio et tout ça. Ben, si je veux me construire une maison, j'ai entendu dire que ça serait peut-être possible sur la terre de mon père, où est-ce que c'est sa maison, mais tout en respectant l'usage résidentiel. Est-ce que c'est vrai, Virginie?
Mais dans le fond, pour pouvoir se bâtir une maison en zone agricole, il y a soit les îlots déstructurés qu'on a vus, soit les droits acquis. Donc, tu sais, si votre père a déjà une maison sur la terre familiale, que cette maison-là a été bâtie avant 1978, donc un droit acquis, il faut que ça existe depuis avant le 9 novembre 1978. C'est parfois possible de construire une deuxième résidence à l'intérieur de la superficie de droit acquis de l'ancienne maison. Fait que ça serait au début, îlot déstructuré. Deuxième option, droit acquis. Donc, un droit acquis, ça a 5000 mètres carrés autour de l'ancienne résidence. Si c'est possible au point de vue des règlements municipaux, donc, tu sais, s'il y a au moins un des deux services, ce qui exige une superficie minimale pour un terrain résidentiel de 2000 ou 1500 mètres carrés, c'est possible de construire une deuxième maison directement à côté de l'autre. Donc, ça prend une déclaration à la CPTAQ, ça prend des beaux plans d'arpenteur, mais ça demeure possible de construire une deuxième résidence à l'intérieur de la superficie de droit acquis. C'est parce qu'il ne faut pas confondre, il y a la loi, les règlements de la CPTAQ provinciaux, mais il y a également les règlements municipaux. Oui, c'est ça. Donc, on vérifie tout ça, mais en règle générale, on y parvient. Dans certains cas, on ne peut pas y parvenir. S'il y a tous les bâtiments agricoles autour de l'ancienne maison, qu'on ne peut pas étendre le 5000 mètres carrés, une question de frontage. Aussi, la forme du 5000 mètres carrés doit être pleine, entière et continue. Donc, on ne peut pas faire une forme de lunette, une première maison, un petit chemin de droit acquis, une deuxième maison. Il faut que ça soit un beau carré, un beau rectangle où est-ce qu'on peut rentrer les deux maisons. Fait que si ça ne fonctionne pas, l'autre option, c'est l'article 40. Donc, la troisième option, celle-là, elle est moins souhaitable là, parce qu'il y entraîne plein de conséquences, mais quand même, souvent, c'est la dernière option possible. C'est possible, la loi le prévoit, pour un producteur agricole de construire une maison pour loger son enfant, donc autant de maisons qu'il y a d'enfants, ou son employé, ou lui-même, bien entendu, sur le lot où il exerce sa principale occupation. Donc, ça, c'est ce que dit la loi. Là. On peut construire un producteur peut construire une maison pour loger lui-même, son enfant, son employé à l'endroit où il exerce sa principale occupation. Tout à l'heure, l'exemple qu'on prenait, c'était pour monsieur, madame, tout le monde. Mais là, cette fois-ci, si je suis, en fait, les gens sont producteurs agricoles, là, dans ce cas-ci, avec l'article 40, ça serait plus faisable et, en fait, et facile. C'est ça. Donc, tu sais, les critères, toutefois, la loi est claire, mais il y a des sous-critères qui sont une question d'interprétation stricte de la loi, ce que la commission fait tout le temps. Il faut que ça soit l'endroit où il exerce sa principale occupation, le propriétaire. Donc là, on parlait d'un propriétaire laitier qui avait des animaux. S'il y a une terre à 3 km plus loin, la maison pour son fils, il ne peut pas la construire à 3 km plus loin. Il doit vraiment la construire là où il exerce sa principale occupation. Donc, on regarde les états financiers, le rapport d'impôt, puis on s'assure que c'est cette terre-là qui produit le plus de revenus pour ce producteur-là. Ensuite de ça, c'est sûr que dans le cadre d'un producteur laitier, c'est facile de déterminer que c'est sa principale occupation, mais si c'est quelqu'un qui a juste une terre et qui a un autre emploi, il faut vraiment que les revenus tirés de l'agriculture soient supérieurs à toute autre source de revenus. Il faut qu'il passe le plus clair de son temps dans la profession d'agriculteur. Et il faut qu'il soit aussi agriculteur de commune renommée. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'achète une terre, okay, des anciens profs de Montréal qui décident de s'en venir en région, s'achètent une terre, veulent se construire une maison, ça fonctionne pas. Il faut que tu sois producteur agricole. Donc, encore une fois, la CPTAQ est là pour encourager les entreprises agricoles et assurer la pérennité de l'agriculture. Donc, si le jeune, justement, il veut participer aux activités de la ferme, on ne veut pas ou se créer un autre projet agricole, tant ce longtemps qu'on est dans la logique de on avance vers l'agriculture. En fait, c'est pas tant une question de logique, OK? Pour les déclarations, pour avoir le droit de bâtir une résidence, il n'y a pas de logique, là. Il faut que tu respectes les critères. Il faut que tu envoies tes T4, tes déclarations de revenus. Puis il faut que tu respectes tous les critères parce qu'ils peuvent te dire, ils vont te dire non, pas ils peuvent, ils vont te dire non dès qu'il y a un critère qui n'est pas rempli.
Fait qu'il faut que ça soit ta principale occupation, que tu l'exerces à cet endroit-là, que tu bâtisses une maison pour ton enfant, même s'il il prend pas part aux activités agricoles, là. Puis, tu sais, si, mettons, il dit, ben, moi, je veux bâtir une maison pour mon fils 3 kilomètres plus loin, mais c'est vraiment parce que, tu sais, j'ai pas de place, c'est là qu'il va bâtir sa permaculture, c'est bien plus logique. On s'en fout de la logique, OK? Il faut respecter les critères, c'est vraiment, vraiment ça. Il y a pas de... Eux, ils analysent. Ils Non, non. prennent pas de décision, là. C'est vraiment, on applique les critères, puis on doit remplir les critères, sinon c'est un refus automatique. Mais admettons que le fils, là, ça fonctionne dans tous les critères. Ils ont leur emplacement de maison à côté des bâtiments agricoles, mais un peu plus loin de la maison. Donc, tu sais, c'était pas possible de l'inclure dans la superficie de droit acquis. On décide de la mettre à côté. Cette maison-là, article 40, là, bâtie, on fait notre déclaration, on a notre avis de conformité, on la construit, elle ne pourra jamais être détachée du reste de la terre. C'est ça le gros élément plate pour les maisons article 40, c'est que la maison va appartenir au père, jamais elle va appartenir au fils. Elle appartient à la ferme, c'est ça. Oui, ben, tu sais, dans l'exemple, la terre et les bâtiments agricoles appartenaient au père personnellement. Mais si c'est à une compagnie, ça va fonctionner de la même façon, c'est les mêmes critères. Il peut bâtir une maison pour loger son actionnaire ou le fils de cet actionnaire. Donc, tu sais, ça marche aussi, ça va appartenir à la compagnie, au père, mais le fils en tant que tel, lui, le prêt hypothécaire ne pourra pas être à son nom pour la construction de la maison. S'il y a une conjointe, elle ne pourra jamais penser à avoir des droits là-dedans. Il y a par testament que c'est possible de morceler. Donc, on n'était pas rendu dans ce sujet-là, mais si la terre appartient au père personnellement, dans son testament, il pourra venir morceler la maison en faveur de son fils. Mais si la terre appartient à une compagnie, ça sera jamais possible parce qu'une compagnie ne peut pas faire de testament. Fait que, tu sais, éventuellement, mettons qu'elle appartient au père, ça pourra être morcelé dans le testament. Mais une fois que c'est morcelé, cette maison-là, là, après ça, arrive pour vendre la maison, que là, l'acheteur va apprendre que c'est une maison article 40, puis qu'en cas d'incendie, elle ne peut pas être reconstruite. C'est un autre élément des maisons article 40. Si ça passe au feu, tu ne peux pas te rebâtir, à moins de respecter encore tous les critères. Es-tu en train de dire que le droit civil serait plus fort que le droit agricole? Pour la question du legs, oui, parce que c'est expressément prévu dans la loi sur la protection du territoire agricole. Puis Mais est-ce que la CPTEQ a déjà eu gain de cause de refuser à ce que quelqu'un qui passe au feu puisse se reconstruire? Oui, pour les articles 40, là, Ouais. droit acquis, si ta maison était là avant 78, elle passe au feu, tu as 1 an pour te rebâtir. Mais article 40, si ça passe au feu, tu peux pas, là. Tu peux pas te rebâtir. Puis, il n'y a rien à faire. Il faut respecter tous les critères de l'article 40. Donc, principale profession agriculture, là où tu exerces ta principale occupation, puis tous les sous-critères que j'ai mentionnés tantôt. Ça, Donc, des maisons... C'est super important parce que, tu sais, quelqu'un qui vend, un courtier immobilier, exemple, qui vend une petite fermette, mais qui se dit, ben, en fait, il faut allumer à partir du moment que la maison est récente. Si c'est construite avant 1978, on le sait, il y a un droit acquis. Ben, on peut faire un relais de droit acquis. Mais si une maison est récente sur une ferme ou fermette, ben, il faut se rappeler que. Attendez, parce que j'ai mon qui apparaît, je m'excuse. Il faut se rappeler que maison récente sur une ferme, il y a des très bonnes chances sur l'article 40. Exactement. Fait que un peu, c'est le rôle du notaire de soulever ça. Ben, c'est sûr, s'il y a un courtier immobilier qui est spécialisé en agriculture, ben, à ce moment-là, toi, tu vas allumer, David, j'ai aucune inquiétude. Mais les autres courtiers, ils n'allument pas. Ça se passe dans mon bureau en faisant mes examens de titre. Tu sais, ça se pourrait que la nouvelle maison ait été construite en remplacement d'une maison de droit acquis. Donc, on vérifie des photographies aériennes. On vérifie aussi le permis de construction de la municipalité, où est-ce que ça va être mentionné. On vérifie aussi au niveau de la CPTAQ par l'envoi d'un courriel pour savoir où cette maison-là, qu'est-ce qu'elle fait là. Si c'est plus que 2001, on va avoir accès directement sur la carte que je vous ai partagée tantôt, donc la carte IGO. On va avoir l'information, mais si c'est avant 2001, on n'a pas l'information. On demande à la commission. Puis si c'est article 40, ben j'avise mes acheteurs, puis je leur explique que cette maison-là, si elle passe au feu, elle ne pourra jamais être reconstruite. Puis souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va une négociation du prix à la baisse. Mais c'est très majeur parce que la maison n'est pas assurable. Ben, en fait, elle peut Oui, être assurable. C'est vrai, elle est assurable. Mais souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ils payent pas tant pour
la maison ou la valeur de la maison, mais pour le spot. Tu as une Hmm. belle fermette, tu as un grand terrain et qui est en zone agricole, mais tu as le droit d'avoir juste une maison avec ta fermette. Donc, tu sais, c'est vraiment le spot qui est intéressant. Puis là, tu dis, si ça passe au feu, oui, j'ai mon chèque des assurances pour la valeur de la maison, mais après ça, mon lot de terrain, Hmm. là, il vaut plus rien. Le spot, c'est agricole. Fait qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Si on a changé la vocation, c'est-à-dire que si, mettons, moi, j'ai acheté une fermette, mais je travaille de la maison, je suis informaticien, mais j'ai un cheval en arrière avec 2 chèvres pour mes enfants, puis un cochon. Mais si moi, je ne suis pas un producteur agricole, puis c'est pas mon revenu principal, puis je passe au feu, fini, tôt. L'article 40, la maison est finie. Exactement. C'est sûr qu'une belle maison en briques quatre côtés, il y a peu de chances que ça soit une destruction totale. Tu sais, en cas d'incendie, on va faire une demande de permis de rénovation Oui. qui ne demande pas de rien à la CPTAQ. Hmm. Mais s'il y a perte totale ou s'il faut la mettre à terre, ça ne sera pas possible de la reconstruire. Il n'y a pas de délai, c'est pas possible. Jenny, je voudrais, en fait, pas nécessairement prendre un troisième exemple, mais juste pour donner un ordre d'idée aux gens, si je veux faire une demande d'exception pour un projet de morcellement ou vendre une parcelle de ma terre agricole ou forestière, mettons, je suis producteur agricole, puis je t'appelle, puis au téléphone, on est en confiance que oui, ça vaudrait la peine de faire une demande parce qu'on travaille dans le sens pour garantir la pérennité de l'agriculture au Québec, puis ça fait du sens dans la consultation. Combien de temps ça peut prendre, mettons, faire une demande d'autorisation pour une exception? J'ai de la misère à trouver les bons mots, Oui, mais ben, je vais le dire. Dans le fond, là, la loi, là, elle a des exceptions. Elle a des interdictions. Tu n'as pas le droit d'utiliser un lot à des fins autres que l'agriculture. Tu n'as pas le droit de morceler. Tu n'as pas le droit de couper des érables. Donc, si tu veux faire quelque chose qui est interdit, ce que va faire le notaire en premier, c'est vérifier si tu peux bénéficier d'une exception. Donc, des exceptions, il y en a plein, là, des réglementaires, des prévus par la loi, des droits acquis, des îlots déstructurés. Donc, si tu fites dans une des exceptions, dans certains cas, ça va prendre une déclaration à la CPTAQ pour déclarer ton droit, ton exception. Dans d'autres cas, rien à faire. Mais si le projet ne fit pas dans aucune des exceptions, il faut demander l'autorisation à la commission. Fait qu'un dossier de demande d'autorisation, quand on se rend là, moi, je dis toujours 1 an de délai. ah OK? oui, Oui, parce que moi, déjà, j'ai des délais, OK, avant de pouvoir préparer le dossier de demande. Donc, tu sais, oui. ça peut prendre 1 mois là, avant que je m'occupe du dossier. Si tu me permets, là, je suis allé tout à l'heure sur le site pour être capable de le montrer aux gens. Si vous tapez CPTAQ dans Google, demande d'autorisation, c'est un peu ces formulaires-là qui sont disponibles, mais je vous le dis tout de suite, remplir ça tout de suite, toute seule, c'est sûr qu'il va manquer un Non, document ici, un ça. Appelez c'est ça. votre notaire. Donc, quand je remplis le formulaire de demande d'autorisation qui est en ligne, je remplis pas juste le formulaire, OK? Je prépare aussi un annexe, donc un argumentaire en C'est vertu ça. de quoi la commission devrait dire oui au dossier. Et tout La est là. loi, la loi prévoit des critères à l'article 62 sur lesquels la commission doit se baser pour rendre une décision. Fait que moi, je bâtis mon argumentaire en fonction des critères de l'article 62. Fait que, mettons, j'ai déjà 1 mois. Après ça, faut que ça passe à la municipalité. Donc, ça aussi, pour le commun des mortels, envoyer son dos. Parce que j'ai l'argumentaire, j'ai des pièces jointes. Donc, tu sais, des fois, j'ai peut-être une douzaine de documents à transmettre qui sont ma demande. Il faut envoyer ça à la municipalité qui va le passer à son conseil municipal. Il y a certaines municipalités, en plus, eux autres, qui ont des comités consultatifs en urbanisme qui se réunissent 3 fois par mois puis qui doivent étudier les demandes avant de les présenter au conseil. Fait que là, on a au moins un délai de 3 à 4, de 1 à 3 mois là, à la municipalité avant que le dossier nous revienne. Fait que là, moi, j'ai 1 mois. Mettons, je mettrais 2 mois pour la municipalité, ça fait 3. Ensuite, on envoie ça à la CPTAQ. Puis là, la CPTAQ, sur son site Internet, dit 45 jours ouvrables. Mais c'est faux. OK? Dans le plus rapide que j'ai vu, c'est 2 mois et demi, mais ça peut facilement aller jusqu'à 6 mois avant d'avoir une orientation préliminaire. Donc, c'est même pas la décision finale, c'est une orientation préliminaire dans laquelle ils disent on s'apprête à vous dire oui ou on s'apprête à vous dire non. Là, si c'est on s'apprête à vous dire oui, on fait rien, on attend d'avoir la décision finale qui va arriver 1 mois et demi plus tard. Mais si c'est on s'apprête à vous dire non, qu'est-ce qu'on a dans à peu près
70% des cas, parce qu'ils veulent toujours dire non, ils partent Ils du vont dire, principe. il nous manque telle pièce ou telle. Ben, si c'est le client lui-même qui envoie son dossier, il va recevoir des avis de dossier incomplets, certainement. Mais quand c'est le notaire, en principe, on essaie d'envoyer un dossier complet, mais ils vont dire, on s'apprête à vous dire non pour telle raison, OK, qui sont peut-être farfelues ou peut-être qu'ils ont raison ou peut-être que là, c'est comme, on va dire au client, ben là, ils vont vous dire non pour telle raison, je peux rien faire de plus. Mais souvent, ce qu'on fait quand on reçoit une orientation préliminaire négative, c'est qu'on regarde les raisons pour lesquelles la commission s'apprête à nous dire non, puis on va changer un peu notre demande. Fait qu'on va en prendre plus, on va en prendre moins, on va s'adapter, on va apporter des arguments supplémentaires, des affidavits de voisins, ça peut être n'importe quoi, un nouveau plan. Donc, là, on a l'orientation préliminaire. Là, on va leur demander à la commission de nous rencontrer. Donc, on va leur demander une audience publique, puis on va leur fournir les éléments supplémentaires. Fait qu'environ 3 mois plus tard, on va avoir une audience avec les commissaires. Quasiment tous les dossiers se rendent là depuis un an, là, les commissaires, et c'est quasiment toujours des orientations négatives, mais c'est normal. Donc là, on rencontre les commissaires, c'est en Zoom comme ça, on leur explique notre projet, on fait valoir nos arguments supplémentaires, on tente de les convaincre là, en parlant avec eux. Puis 1 mois plus tard environ, là, on va recevoir la décision finale, comme quoi qu'ils ont peut-être changé d'idée, peut-être pas. Fait que c'est pour On ça est que je rendu dis, à un an. ouais, c'est pour ça que je dis toujours 1 an. Mais en général, c'est entre 8 et 12 Quand mois, là. on fait partie du 30% qui a une orientation préliminaire positive Oui. directement, Les sans aller en audience. positives directs, là, c'est pratiquement toujours dans les cas d'échange de parcelles de terrain. Donc, des échanges de parcelles de terrain, là, on en redonne une à la maison, puis on en reprend une à l'agricole, là, ou deux voisins qui s'échangent des parties de terrain de superficie identique. Ça, c'est Ou quasiment souvent toujours. des histoires de droits de puisage d'eau sur des terres agricoles pour le rouleau de voisins agricoles. Des fois, au niveau des servitudes d'aqueduc entre terres agricoles, des fois, c'est pas le même rythme. Mais le morcellement, le sujet, on le sait, c'est un peu sensible de ce temps-ci avec nos terres agricoles, surtout si on l'a vu hier aux nouvelles. On est le 17, hier, on était le 16 au soir à Saint-Augustin. Le projet d'aménagement urbain, on parle de plusieurs hectares qui c'est pas fait pour demain, que ça va être des îlots déstructurés, mais c'est un sujet sensible que des terres agricoles deviennent de l'étalement urbain. Et donc, quand on parle de remorcellement, surtout au niveau de la CPTEQ, on veut avoir le discours qu'on aide à l'agriculture ou à la pérennité du producteur agricole ou faire en sorte que deux producteurs voisins ils trouvent en fait chaussure à son pied pour que ça puisse favoriser leur entreprise agricole. C'est ça. Dans le fond, on va toujours axer notre argumentaire sur les avantages pour l'agriculture proportionnellement aux inconvénients de notre demande d'autorisation. Fait que c'est sûr Avant que tout ça, ben, ça prend la bénédiction de la MRC, ben, la municipalité maintenant, les résolutions du conseil. Donc, avant d'aller à la municipalité, il faut être préparé, avoir monté un dossier avec un notaire, puis remplir le formulaire de la CPDQ pour au moins avoir des idées à partager. Donc, Virginie, si les gens veulent te rejoindre au Québec, parce que la beauté de la chose depuis la pandémie, bon, on est habitué aux vidéoconférences, on peut faire des consultations à distance, on peut même notarier maintenant, procéder des actes de vente et des signatures à distance. Certains notaires le font. Donc, j'imagine qu'on offre des services d'accompagnement à distance. Ce n'est pas nécessairement réservé à la clientèle dans ton cercle immédiat dans le secteur de Joliette. Donc, si j'ai un client dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Québec, qui veut une consultation, qu'est-ce qu'il doit faire avec toi? ben, Virginie Lachapelle, hein, sur Google, vous hésiterez, vous n'allez pas avoir de misère à me trouver. On a un site internet, Gagnon Quentin Lachapelle, mon adresse courriel, mon numéro de téléphone est là. Sur le site de la Chambre des notaires aussi, d'en trouver un notaire. Vous pouvez faire une recherche par domaine de droit, donc en cherchant un droit agricole, là, si vous préférez rester dans votre région, mais sinon, effectivement, là, des actes technologiques, j'en fais, des consultations agricoles, là, tout au niveau de zonage pour vérifier si votre projet est faisable. Ça se fait fréquemment sur Teams, là, donc il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Ça, je l'ignorais. On peut aller sur la Chambre des notaires du Québec, puis on peut chercher par type de droit. Oui, dans l'onglet Trouver un notaire, là, c'est possible de chercher par type de droit. De plus en OK. plus, les notaires se spécialisent, hein. Donc, il y a un notaire de région qui fait
autant des successions, des testaments, de l'immobilier, puis de l'agricole, du corporatif, c'est de plus en plus rare, là. Donc, on essaie vraiment de se trouver une spécialité puis d'être le meilleur là-dedans. En tout cas, Je me pose une question en finissant. Nous, les courtiers immobiliers, je ne peux pas me prétendre un spécialiste dans l'agriculture parce que on a un devoir de conseil. Vous, les notaires, c'est un devoir des résultats. Donc, je peux dire que j'ai de l'expérience en transactions agricoles, mais je dois jouer un petit peu les mots. Je fais du courtage agricole, mais je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture agricole. Et vous, les notaires, comment on devient sur la Chambre des notaires qu'on a le titre agricole? C'est selon vos formations ou c'est votre expérience? C'est l'expérience, mais les notaires, on a aussi une obligation de moyens, là. Donc, j'ai pas Oui. d'obligation de résultat. Avec la CPTAQ, je présente des demandes. Je peux me faire dire non, là. Puis même chose pour les déclarations. Même si je suis sûre de quelque chose, ben, ça se peut que la CPTAQ, l'analyste, me sorte un élément de nulle part. J'apprends à tous les jours. Donc, il y a pas de il n'y a pas de règle par rapport à s'afficher spécialiste de quelque chose. Effectivement, n'importe quel notaire peut dire qu'il est spécialiste en quelque chose, même s'il n'y a pas. Moi, maintenant, je suis plus gênée de le dire. J'enseigne le cours, je fais ça à journée longue. Oui. Dans ma vie, si c'est pas ça, être spécialiste, c'est surtout que je me suis spécialisée, mettons, dans un domaine de droit. Ça fait des années que j'en fais, donc, tu sais, je suis pas gênée de dire que je peux vous aider, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, c'est bien moi. Après ça, C'est un peu comme moi, 95% de mon temps dans une journée dans mon ben immobilier, oui, c'est t'es dans l'agriculture. spécialiste. Là. Ça veut pas dire que t'es parfait, là. Personne n'est parfait, Non. mais t'es spécialiste. Quand c'est ça qu'on fait de nos journées, et on se spécialise là-dedans, on devient là, spécialiste là, par l'effet du temps. Par l'effet du temps. Du point de vue formation, c'est pas. S'il y a une formation qui est donnée par la Chambre des notaires, il y a des bonnes chances que ça soit moi, là. Ouais. Il y a pas tant de formation à suivre. C'est vraiment être autodidacte, puis chercher, puis essayer de comprendre pourquoi que la CPDAQ m'a dit non. Je cherche la jurisprudence récente. Je me tiens au courant des modifications réglementaires en consultant la Gazette officielle. Donc, tu sais, c'est vraiment de se tenir au courant puis de développer des skills pour trouver les réponses à nos questions, mais j'apprends encore à tous les jours. C'est totalement normal. En fait, on a des bons réflexes, on les a développés, puis ça fait en sorte que on va aller, mais si la roue tourne, puis si c'est des clients agricoles qui reviennent à notre bureau, qui font des demandes de services. Très intéressant, Virginie. Honnêtement, Et j'ai vraiment merci, aimé David, la demi-heure pour qu'on a passée ensemble. l'opportunité. Puis, on va tenir le public informé sur les prochains sujets de conversation. Puis, ça nous fera plaisir de s'entretenir avec vous ben, dans les prochaines capsules. On va le dire comme ça. Ça marche. Salut, une belle journée. Merci Salut tout le beaucoup, monde. toi aussi. Bye Bye bye. bye.